Lundi 26 juin, bienvenue, merci de suivre RTI 1. À la une, ce 20h, la première session nationale de réflexion stratégique sur l'armée ivoirienne. Le but premier est de créer la confiance et l'interaction entre l'armée et la population. L'armée nationale, les institutions, les entités gouvernementales et la société civile sont réunis pour 48 heures. Hajj 2023, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est en pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Adama Bictogo a rencontré les pèlerins ivoiriens. Moment de partage et d'échange loin de la mère patrie, mais la Côte d'Ivoire reste au cœur de toutes les intentions et prières. Recherche scientifique, le ministre Adama Diawara est en Suisse pour s'imprégner du fonctionnement de plusieurs institutions partenaires. Il est question pour lui et sa délégation de se servir de ces modèles en vue d'améliorer la recherche scientifique et l'innovation en Côte d'Ivoire. En Russie, Prigojine, le chef de Wagner, a affirmé aujourd'hui, dans un message audio, que son but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée. Bonsoir à tous. Les forces armées ivoiriennes veulent s'ouvrir davantage à l'opinion publique. L'Institut d'études stratégiques de défense, chargé d'établir le lien entre les acteurs civils et militaires, ouvre sa toute première session nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mieux outiller les institutions, les entités gouvernementales, la société civile sur le fonctionnement de l'armée, son organisation et aussi les grands défis sécuritaires d'aujourd'hui. Franck Wadio. Depuis le 27 juillet 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système de défense qui fait aujourd'hui référence dans la sous-région. Mais dans ce nouveau contexte mondial global, il devient impérieux d'intégrer la gouvernance publique dans les questions sécuritaires, d'où la création par décret en 2018 d'un institut d'études stratégiques et de défense. Première activité au niveau national, une session de réflexion stratégique à Grand-Bassam. Aujourd'hui, le monde est dans un affolement stratégique tel qu'il est vital de se poser certaines questions. La stratégie, la géopolitique, la géostratégie, l'intelligence économique, pour ne citer que cela, sont des matières qui gouvernent les visions politiques de tout État qui pense à la survie des générations futures. Il est important que la Côte d'Ivoire approfondisse sa réflexion stratégique. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le général de brigade Dirasouba Bakari préside l'ouverture de ces travaux de 48 heures. L'ISD a été créé et jusque-là, 6 sessions ont été organisées, mais elles ont été des sessions internationales qui ont vu la participation de plusieurs pays. Donc cette session est la première session nationale de notre institut. Elle vise principalement à présenter l'organisation et le fonctionnement de notre outil de défense au haut cadre de nos institutions. Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique CESEC, ministère, société civile et secteur public et privé, ils sont 28 auditeurs sélectionnés pour cette première session au niveau national. Les attentes des Ivoiriens en général et de la communauté des investisseurs, c'est la sécurité nationale. Personne n'ignore ce que représente la défense pour chaque nation. Nous venons donc répondre présent et apporter notre contribution parce que derrière, nous attendons encore d'autres lois qui vont venir renforcer les activités de cette institution. Nous en recevrons, mais nous ferons aussi des contributions pour que la paix que nous avons en main aujourd'hui puisse perdurer le plus longtemps possible. C'est l'essence même de notre présence ici aujourd'hui. Les réflexions s'articulent autour d'un thème, ministère d'État, ministère de la Défense, connaître cet outil au service de la nation. Il sera développé par 8 experts nationaux et internationaux. Les prochaines échéances électorales se préparent. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a adressé un courrier à la CEI concernant le découpage électoral. À cet effet, l'instance électorale a produit un communiqué. Éric Goré nous le propose.
Ce 26 juin 2023, la Commission électorale indépendante a été saisie par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui lui a fait part des interrogations et inquiétudes qui ont germé dans l'opinion publique et singulièrement dans les états-majors des partis politiques et des potentiels candidats relativement aux ressorts territoriaux des communes. Ceux-ci craignent de voir adopter un nouveau découpage administratif pour les prochaines élections municipales du 2 septembre 2023, alors même que, depuis de longs mois, ils se préparent à participer aux dites élections sur la base des ressorts territoriaux ayant servi pour les élections locales de 2018. En raison de ces interrogations et inquiétudes, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont relève la détermination des ressorts territoriaux, a demandé à la Commission électorale indépendante de bien vouloir reconduire le découpage territorial qui a prévalu en 2018. Par conséquent, la Commission électorale indépendante engage instamment l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux ainsi que ses services techniques à procéder comme le demande le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, fait à Abidjan le 26 juin 2023 pour la Commission électorale indépendante, le porte-parole Émile Ebrotier. Les préparatifs de ces élections régionales et municipales du 2 septembre prochain ont réuni les préfets de région et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont entre autres évoqué le fonctionnement des circonscriptions administratives. Marie-Chantal Akando. Les élections des conseillers régionaux et municipaux qui auront lieu le 2 septembre prochain doivent se dérouler dans un contexte politique apaisé avec la participation de toute la population. C'est la vision que partage le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au préfet de région. À 2 mois du scrutin couplé municipal et régional, les préparatifs s'accélèrent pour assurer un processus électoral transparent et démocratique. Le ministre Vagondo Diomandé a clairement défini les orientations stratégiques et donné des instructions appropriées pour garantir le bon déroulement de ces élections. Le point essentiel de nos échanges avec les membres du corps préfectoral qui sont dans les dispositions pour que la contribution que l'administration doit apporter à l'acteur principal qu'est la commission électorale indépendante puisse justement aboutir à des élections dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire en dépend, et la Côte d'Ivoire est un pays qui doit rester le modèle qu'il a toujours été, et chacun de nous doit y contribuer. Aujourd'hui, c'était les préfets de région qui vont transmettre donc les instructions qu'ils ont reçues à leurs collaborateurs. La position de neutralité de l'administration dans tout ce qui est question électorale doit être rappelée et que aucun préfet ne puisse être taxé d'être partisan ou adversaire de qui que ce soit. En tant que représentants de l'exécutif, les préfets joueront un rôle essentiel dans la supervision des opérations électorales dans leurs circonscriptions respectives. Cette réunion témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie et de la paix. Elle offre une opportunité de renforcer la coordination entre le ministère de l'Intérieur, les préfets de région et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Une autre phase de ce processus, le contentieux électoral. Il est au cœur du séminaire de formation du Conseil d'État de Côte d'Ivoire. Angela Diallo et Herman Guivet.
À quelques mois des élections locales, les conseillers d'État sont formés. Pendant 3 jours, ils bénéficient de sessions de formation portant sur le contentieux de l'élection des conseillers régionaux et municipaux. L'institution est en charge de la gestion juridictionnelle du contentieux des élections locales. Les travaux ont permis la mise en place d'un rapport de synthèse générale. À l'issue de ces journées, plusieurs recommandations ont été formulées. Parmi elles, la rédaction d'un manuel de procédure sur le règlement du contentieux des élections, l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil d'État sur la conduite des procédures relatives au contentieux des élections des conseillers régionaux et municipaux. À l'endroit des conseillers d'État, de s'en tenir à la jurisprudence du Conseil d'État, suivant laquelle le délai pour contester les résultats des élections des conseillers régionaux et municipaux court à compter de la proclamation. Ces travaux vont permettre aux magistrats de maîtriser les dispositions du code électoral et les mécanismes de gestion du contentieux juridictionnel. Après 3 jours d'intense réflexion et d'échanges fructueux, je me réjouis du bon déroulement de ces assises. Nous partons avec le sentiment que nos connaissances ont été enrichies en matière de règlement de litiges nés de l'organisation des élections des conseillers régionaux et municipaux. Les élections locales en Côte d'Ivoire vont se tenir le 2 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. On change de registre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est à l'école de la Suisse. Adama Diawara, à la tête d'une délégation ivoirienne, est allé comprendre le fonctionnement de plusieurs institutions partenaires, cela dans le cadre de la recherche scientifique et de l'innovation. Hamza Diaby et Zakaria Traoré, envoyés spéciaux de la RTI. La Suisse nous a énormément aidés dans la mise en place du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI. Mais indépendamment de cela, sur les 10 dernières années, la Suisse caracole en tête du classement mondial en termes d'innovation. Donc vous voyez que c'est un modèle dont il faille s'inspirer pour améliorer notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ne serait-ce qu'en termes de gouvernance. Une classe spéciale avec des étudiants tout aussi spéciaux. Le ministre Adama Diawara, avec les membres de son cabinet et ceux du FONSTI qui l'accompagnent, prennent note dans cette salle du Swiss TPH, l'Institut tropical et de santé publique suisse, un partenaire du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Vous savez, le Swiss TPH et l'Université de Bâle ont des partenariats avec la Côte d'Ivoire depuis plus de 70 ans et on est très très content de montrer tous les travaux de recherche, de formation qu'on fait ensemble. C'est un partenariat de win-win. Alors tous les deux côtés y bénéficient et on était tout simplement très contents de démontrer toutes les activités des projets, des activités de recherche, combien de personnes on a pu former. Après cette première étape, cap a été mis sur l'Université de Bâle, la plus ancienne du pays avec ses 560 ans et la mairie de la ville. Comme ville, nous avons une ancienne tradition de coopération tout partout et on est toujours heureux si on peut partager nos expériences. L'Institut tropical et de santé publique suisse est un centre d'excellence en matière de recherche et de formation en sciences de la santé. Et ensuite, nous avons visité l'Université de Bâle. Cette université est un véritable pôle d'excellence. Vous savez, 10 prix Nobel pour cette université, 2 présidents de la Confédération suisse. Et le scientifique que je suis a été émerveillé d'apprendre que, hormis le philosophe connu Nietzsche, l'Université de Bâle a connu comme enseignants des mathématiciens physiciens de haut vol que sont Euler et Bernoulli. Alors ensuite, nous avons terminé par la visite du siège du canton de Bâle. J'ai été émerveillé de voir le cercle vertueux qui prévaut ici, à savoir financement des universités par le canton de Bâle et ce financement qui va vers les entreprises privées qui produisent encore plus de richesses et donc payent plus de taxes à la ville, qui à son tour refinance les universités. Donc on est dans un cercle vertueux dont la Côte d'Ivoire va devoir s'inspirer. Des modèles de réussite qui seront absolument bénéfiques à la Côte d'Ivoire. Bidjans qui annonce son arrivée très prochaine à Abidjan pour procéder au jumelage de Bâle et de la commune de Yopougon.
Le programme d'électrification rurale continue de se déployer dans plusieurs régions ivoiriennes. Dans la sous-préfecture de Napié, région du Poro, 8 villages bénéficient de cet outil de développement qui change significativement le quotidien des populations. Ils ont été officiellement connectés au réseau électrique national par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le compte rendu de Soro Corona. Tout comme la route, l'électricité précède aussi le développement dans la sous-préfecture de Napié, région du Poro. Dans la localité, l'électricité change le quotidien des populations, à savoir le maintien des bras valides au village et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. L'électrification a permis de fixer les gens dans les villages. Et puis aussi, ça a permis de créer de la richesse, des activités. À Loga, village de Napié, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie connaît 8 villages au réseau électrique national. Occasion pour Sangafoua Koulibaly de rassurer les populations de Napié qu'elles ne sont pas oubliées par les actions de développement du président de la République. Cette fête de la lumière à Loga s'est transformée en une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres de l'électrification de tous les villages de notre mutuelle et de la construction de 3 écoles primaires, dont l'une à Peka totalement achevée et les 2 autres à Nambeleka et à Loga qui sont en voie d'achèvement. Les Ivoiriens, dans leur majorité, sont fiers du président de la République car ils ne ménagent aucun effort pour initier et réaliser de grands projets en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, les 3 pans du programme d'électricité continuent de transformer le pays. Il s'agit du programme national d'électrification rurale qui a démarré en 2013 et dont l'objectif est de couvrir à l'horizon 2025 tous les hameaux de plus de 500 âmes. Il y a le programme électricité pour tous. Si on dit les compteurs en carte, vous allez mieux comprendre. Ce programme-là a été lancé et l'objectif est de faire au moins 250 000 abonnés par an. C'est un programme qui a permis de tripler le nombre des abonnés en quelques années. Il y a aussi le programme d'extension de l'électrification. Je voudrais les rassurer que progressivement, le programme d'extension va suivre son cours. Le ministre salue l'union, la cohésion et le dynamisme des filles et fils de Napié. De 33% en 2013, le taux d'électrification du pays est passé à plus de 83% en 2022, un taux qui doit atteindre les 100% en 2025. Et nous quittons la région du Poro pour le sud de Comoé. Les producteurs et transformateurs de manioc du village d'Assé rencontrent d'énormes difficultés, notamment pour écouler leur production. Après l'exercice 2021-2022, l'Union des producteurs de manioc et de vivriers d'Assé dresse un bilan. Aziz Gira et Parga se reconnaît. Sur cette parcelle de près de 300 mètres carrés, Soumaïla Sangaré produit près de 15 tonnes de manioc par an. Malgré cette production, il peine à couvrir totalement ses charges familiales. Quand il pleut, le prix de manioc, chaque année, ça diminue sur le terrain. Quand on vient acheter, on dit qu'il y a la pluie. Bon, à checker là, ça ne donne pas tellement. Or, notre tout problème, c'est ici manioc. C'est manioc qui nourrit toute la famille, même les élèves. C'est manioc, c'est notre travail qui est ça. On a autre travail si ce n'est pas ça. Nous sommes à Assé, une localité située à quelques encablures de la ville de Bounois, au sud-est d'Abidjan. Ici, une partie de la production de manioc se transforme sur place. Mais là encore, plusieurs problèmes minent le milieu et ne favorisent pas une forte production d'aliments dérivés du manioc. On n'a pas de machine de piler aussi. La machine là, ça quitte jusqu'à ailleurs pour venir piler manioc là ici. Des fois, tu tailles manioc même. Si la machine a dit viens pas là, ça reste. Quand ça reste là, ça gâteau. Il faut que tu l'appelles d'abord. Ah, je taille manioc. Là, il vient. Des fois, mais il dit viens pas. S'il dit viens pas là, tu ne peux pas tailler manioc. Donc, ça fait que tu perds tes clients. Ces problèmes rencontrés par les producteurs et transformateurs de manioc sont au cœur de l'Assemblée générale de la coopérative du village. L'objectif de la coopérative, c'est de mettre les producteurs et les productrices vraiment à un niveau, c'est-à-dire on veut les enlever dans la pauvreté
pour les amener à avoir des revenus vraiment substantiels. Vraiment, l'objectif pour l'année prochaine, c'est de produire bien et puis vendre plus. Voilà, puisque nous avons une ambition vraiment de 25 hectares à produire pour une production de 250 à 300 tonnes. Mais quand on fait les prévisions des chiffres, ça nous fait 22 millions de chiffres d'affaires et pratiquement 13 à 14 millions de revenus nets. La coopérative de l'Union des producteurs de manioc et de vivriers d'Assé peut compter sur un soutien de taille, celui de la direction départementale de Grand Bassam du ministère de l'Agriculture. Nous ne pouvons que les encourager parce qu'aujourd'hui, même s'ils demandent à ce qu'on fasse le prix au kilo, on va le commencer peut-être dans un premier temps, mais après les prix vont changer. Ils ne vont même pas respecter, eux-mêmes là, ils ne vont même pas respecter. Donc on les encourage à ce que le prix qu'ils font soit bien suivi, qu'ils fassent leur transformation de leur production pour que ça soit bien vendu. C'est tout ce qu'on peut leur conseiller. Au cours de l'année 2021-2022, ce sont un peu plus de 150 tonnes de manioc qui ont été produits par les 85 membres revendiqués par la coopérative. Pour cette production, la coopérative de l'Union des producteurs de manioc et de vivriers d'Assé comptabilise un bénéfice net de 8 625 000 francs CFA. Les producteurs de noix de cajou, eux aussi, rencontrent pas mal de difficultés. Le prix est en chute libre. Le Conseil Coton Anacad est monté au créneau afin de présenter la réalité du marché et annoncer par la même occasion des mesures. Lonsine Bakayoko. Le marché international de cajou fait face à un effondrement de la demande en amande alors que l'offre est en augmentation continue. En cause, la baisse de la consommation mondiale induite par la hausse des coûts de l'énergie. Ainsi, les prix internationaux en direction de la Côte d'Ivoire ont baissé d'environ 30% en raison de la baisse de l'activité des industriels vietnamiens et indiens. Au niveau intérieur, cette crise s'est traduite par un ralentissement des financements de la commercialisation par les exportations, ce qui a entraîné une relative baisse du prix Bourg-Champ à partir d'avril 2023. Malgré les contrôles de terrain, les prix Bourg-Champ, qui avaient atteint des niveaux de 415 francs le kilogramme en début de campagne, ont chuté dès le mois d'avril dans certaines localités, en dessous du prix plancher fixé par le gouvernement à 315 francs. Face à cette situation, le Conseil de Coton Anacad a initié dès le 20 avril une opération d'achat de régulation avec des prix Bourg-Champ plancher de 315 à travers l'organisation de ventes groupées dans toutes les régions de production sous la supervision des comités de veille présidés par les préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix Bourg-Champ à travers un effet d'entraînement. Cette stratégie a permis de sortir des mains des producteurs environ 1 150 000 tonnes de noix brutes, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévisionnelle. Sur ces 1 102 000 tonnes qui ont été effectivement déchargées, 853 000 tonnes ont été déchargées dans les magasins portuaires et 249 000 tonnes dans les magasins des transformateurs. Au titre des exportations, 593 000 tonnes de noix brutes de cajou ont déjà été exportées, essentiellement vers le Vietnam avec 80% de parts de marché et 19% pour l'Inde. À ce jour, les quantités détenues par les producteurs sont estimées à environ 100 000 tonnes, ce qui porterait la production attendue à 1 250 000 tonnes de noix brutes. Au chapitre religion, la première page s'ouvre sur le Hajj, le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, hier pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Avant l'étape de ce jour qui débute à Mina, il a rendu visite aux pèlerins ivoiriens à leur hôtel, afin de leur exprimer les encouragements du président Alassane Ouattara et les inviter à prier pour la Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux Abou Sanogo et Ibrahim Sissé. Au moment où il s'apprêtait à se rendre à Mina, étape majeure du pèlerinage, la délégation ivoirienne a reçu la visite du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo. Une visite pour s'enquérir de leurs nouvelles et pour leur transmettre les encouragements et les félicitations du président de la République Alassane Ouattara, qui a permis que l'ensemble des pèlerins ivoiriens soient regroupés dans un même hôtel. Je suis avec une délégation de ministres suite à la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu nous permettre cette année de
faire le Hajj. Dans cette même dynamique, je voudrais exprimer toute notre gratitude au président Alassane Ouattara, non seulement pour nous avoir permis de venir donc accomplir le Hajj, mais d'avoir permis à 7000 Ivoiriens musulmans de venir accomplir le Hajj dans le plus beau site de toutes les communautés des différents pays, je dirais, d'Afrique et même du monde. J'ai ressenti non seulement la fierté pour mon pays, la fierté pour mes compatriotes, mais j'ai surtout senti une dignité très forte de la part des musulmans qui sont venus accomplir le Hajj. Une visite des locaux du commissariat du Hajj a permis au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, de saluer les efforts du comité d'organisation et d'inviter les pèlerins à prier pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et pour tout le pays. Gérer 7000 personnes dans un seul espace, pour un seul but, mais j'ai rencontré une équipe non seulement soudée, mais une équipe déterminée, une équipe qui est emportée juste pas par la même dignité, par la même fierté des moyens que le président Alassane Ouattara a bien voulu mettre à leur disposition. Nous sommes venus ici pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et prier pour que le président Alassane Ouattara ait une santé de fer pour conduire encore et encore plus loin le bateau ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et les membres du gouvernement présents en Terre Sainte seront aux côtés de leurs compatriotes pour le circuit culturel important dans l'accomplissement du pèlerinage. Durant cette période d'intenses prières et d'invocations par excellence, la station d'Arafat représente le point culminant. C'est le rite principal du Hajj à la veille de la célébration de la Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir. Mahama Traoré nous propose un décryptage de la symbolique même de cette célébration, la plus importante pour le musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas de jour à travers lesquels où l'œuvre pieuse est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celle accomplie durant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Zulhijjah, nom du 12e mois du calendrier lunaire musulman, l'un des 4 mois saints consacrés par le Saint-Coran, sacré parce qu'il contient Arafat, nom du 9e jour de Zulhijjah, veille de la fête de la Tabaski, journée dont l'observation demeure le point culminant du Hajj, le pèlerinage musulman. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il dit, le Hajj, c'est Arafat. Pour dire, celui qui manque Arafat, son pèlerinage est nul. C'est ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala descend avec sa miséricorde et il prend ses anges en témoin qu'il accordera son pardon, sa clémence à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Celui qui jeûne le jour de Arafat, qui est résident chez lui dans son pays, qui n'est pas pèlerin, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une grande faveur. Et cette faveur, Allah lui pardonne les péchés de 2 ans, c'est-à-dire l'année écoulée et l'année à venir. Même le lendemain, fête de la Tabaski, jour de célébration et de réjouissance, il est demandé aux croyants de garder cette attitude de piété. Il est recommandé, après la prière de Fajr, que chacun puisse faire la grande ablution et essayer de porter ses plus beaux habits et se parfumer les hommes et essayer de se diriger vers les lieux de prière. Il est demandé aux musulmans de se rendre mutuellement visite ce jour-là, de faire des prières, des bénédictions pour vous, pour notre progéniture, pour nos familles et pour toute la communauté musulmane. Il faut se réjouir, mais des réjouissances saines qui ne vont pas à la compte de notre religion d'islam. La Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire ce mercredi 28 juin. Avant donc ce mercredi, c'est l'engouement dans les parcs à bétail et aussi dans les gares routières. Chacun veut rejoindre les siens afin de célébrer l'événement en famille. Face à cette affluence inhabituelle, difficile de se procurer un ticket de voyage. L'attente est longue, mais cela est très loin de démotiver les voyageurs. Nos reporters Khalid Diomandé et Jean-Marc Djadji nous plongent dans cette ambiance mouvementée et parfois tendue. Couché à même le sol, dans l'attente d'un car pour Divo,
Yamoussoukro ou Oumé. Chaque année, ils sont nombreux à ruer vers les villes de l'intérieur pour célébrer la Tabaski dans l'étreinte familiale. À 48 heures de la célébration, des files interminables se dressent devant les guichets de cette gare routière dans la commune d'Adjamé. Obtenir un ticket de voyage ici relève du parcours du combattant. Bon, depuis à 5 ans dans la gare, on a dit qu'il n'y a plus de ticket encore, mais on espère toujours avoir le ticket. Il y a du moins, mais aujourd'hui seulement, on va passer. Partir à tout prix, peu importe la durée de l'attente. Le sommeil s'empare même de certains voyageurs. Mais pas question de renoncer. Je suis là depuis 6 heures. Et on m'a donné 11e départ, même si ça a mis, je vais quitter ici. Quand on rentre en famille comme cela, les retrouvailles, durant la fête de Tabaski, voilà, vraiment c'est chéri entre frères et sœurs, voilà, vivre en harmonie auprès de notre maman aussi qui nous manque. À proximité, c'est le même balai incessant de voyageurs dans cette autre compagnie. Ici, les départs se comptent par dizaines. Cette période est très favorable. Au niveau d'Adjamé, on peut faire 40 à 60 départs. Face à la forte demande qui prévaut, certaines sociétés de transport font de la surenchère. Mariam en a fait les frais pour le trajet Abidjan-Saint-Fra. L'habitude là, c'est 4 000. Aujourd'hui, on est venu là, c'est 6 000. Les passagers sont plus que les cars. Donc on est obligé de faire avec. L'affluence dans les gares routières pourrait doubler au cours des prochaines 24 heures. Les voyageurs interpellent donc le Conseil national de lutte contre la vie chère et les autres associations de consommateurs afin de préserver leur pouvoir d'achat face aux transporteurs véreux. Et nous avons pu embarquer direction le marché de Boaké. Le marché de moutons est approvisionné conséquemment avec des bêtes pour tous les prix, mais ce n'est pas le cas pour le vivrier. Commerçants et acheteurs se plaignent de la hausse des prix des denrées alimentaires en cette période festive. Le sacrifice du mouton reste la symbolique forte de cette fête religieuse. Pour ce jour particulier, les fidèles musulmans sont vêtus de leurs plus beaux habits, une recommandation divine. Et généralement, c'est le basin qui est à l'honneur. C'est déjà l'effervescence dans les magasins, chez les couturiers ou encore chez les brodeurs. Et un festival vient désormais mettre en lumière les meilleurs brodeurs. Des tenues portées et valorisées par des mannequins qui rivalisent de beauté et de créativité. Confectionnées de main de maître par les 30 candidats à cette première édition du meilleur brodeur de Babi. Venues de Boaké, les tenues de Roger Sier se distinguent de celles des autres candidats de par la qualité des matières utilisées et l'originalité des pièces. Ils remportent ainsi le premier prix. Les mots me manquent parce que c'est fort. J'ai attendu ça pendant plusieurs années, mais tout était dans le plan de Dieu. Et c'est aujourd'hui Dieu a donné le fruit de mon travail. Je remercie Dieu. Promouvoir ses talents et les aider à se réaliser en Côte d'Ivoire, c'est le leitmotiv des initiateurs. La plupart des gens qui sont candidats à l'immigration clandestine sont ces jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont plus espoir. Le voyage est censé être un plaisir, une découverte. Nous demandons aux gens, oui, vous voulez voyager, vous voulez aller en Europe, oui, d'accord, mais faites-le de façon légale, sans risquer votre vie. La jeunesse est donc le socle de notre société. Il est important de les encadrer, il est important de les orienter. Il est important de leur faire comprendre la vision du président de la République. Il est important que les jeunes prennent conscience de leurs responsabilités. L'Eldorado tant recherché n'est ni ailleurs, l'Eldorado est ici. Le trio gagnant repart avec respectivement des lots composés de motos, des billets d'avion et la somme de 2 millions de francs CFA pour l'achat de matériel. Et la cerise sur le gâteau, la structuration juridique de leurs activités. On s'intéresse maintenant à la scène politique. Le secrétaire départemental RHDP de Grand Laou a rencontré les chefs de village de la sous-préfecture. Il s'agit pour Ali Sissoko et sa délégation de rassembler tous les décideurs des communautés rurales animés d'un idéal commun, la culture de l'entraide, de la solidarité et de la fraternité. Lancine Bakayoko. C'est à Laou Panda, principal village du département de Grand Laou, que les dirigeants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont échangé avec les 24 chefs de village. Des chefs autour desquels les populations se sont fortement mobilisées. Nous sommes venus rencontrer tous les chefs du littoral, depuis Toukouzou
jusqu'à Noumouzou. Leur donner un message de cohésion. Nous-mêmes, cadres du RHDP que vous voyez ici, rejoints par des cadres du FPI, il était bon qu'on vienne nous confier à nos parents, qui eux aussi font un travail énorme au niveau de la cohésion du département. Touchés par cette démarche de rassemblement, les chefs de village de Grand Laou, appuyés par ceux des sous-préfectures de Bakanda et de Bounou, se sont engagés à relancer la sensibilisation autour des valeurs de paix et d'union pour le développement de la localité. On a une plateforme de tous les chefs du littoral. Donc, venant vers nous, nous l'avons accepté dans un premier temps. Parce qu'il dit qu'il a un message à nous passer. C'est ce message-là que nous venons de recevoir. Nous l'avons accepté. À Grand Laou, beaucoup d'opportunités. La région regorge d'énormes atouts qui méritent d'être valorisés. La façade maritime de Laou est la façade la plus riche en ressources halieutiques. Voilà, ça c'est avéré. Et donc, en le faisant, en ouvrant ce port-là, je vous assure, ça va aider à résorber le déficit de ressources halieutiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La réalisation de tous ces chantiers qui vont changer le visage de Grand Laou dépendra de l'issue des élections municipales et régionales prévues pour le 2 septembre prochain. Dans le monde du sport, les meilleurs acteurs du football ivoirien ont été célébrés au cours d'une cérémonie dénommée les Étoiles du football ivoirien. Cette deuxième édition a enregistré la présence du ministre ivoirien des Sports et de ses homologues du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo. À leur côté, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad, ainsi qu'une forte délégation du ministère des Sports de Madagascar. Et puis en Russie, pour terminer, le chef de Wagner a affirmé aujourd'hui dans un message audio que son but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais bien de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée. Selon lui, l'avancée de Wagner vers Moscou lors de sa rébellion samedi dernier a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie. Il affirme même que Wagner a abattu des appareils de l'armée de l'air russe. Information que Moscou n'a pas confirmé pour l'heure. Et voilà, ce journal est terminé. Vous pouvez le revoir sur rti.info ainsi que toutes nos éditions. Très bonne fin de soirée et demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ungoran.